Bonjour à tous. Alors on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fait suite aux deux premiers modules qu'on a réalisés sur les besoins de la plante et puis le sol vivant. Et là aujourd'hui sur ce troisième module, on va enfin rentrer dans ce que moi je trouve de plus passionnant encore. Ça va être les interactions entre les plantes et le sol. Et aujourd'hui, on va voir comment la plante fait le sol. Effectivement, vous avez vu dans le module 1 que la plante n'épuisait pas le sol. Au contraire, la plante fait le sol, celle qui est à l'origine du sol, et c'est elle aussi qui est à l'origine de la vie du sol. Donc nous au potager, comme on sait que la plante fait le sol, et que on veut un bon sol, puisqu'on veut un sol vivant, le secret ça va être donc de mettre des plantes. Il va falloir planter, planter, planter. Il faudra toujours avoir des plantes dans son jardin, puisque les plantes font le sol. En effet, on va voir qu'une plante donne beaucoup plus que ce qu'elle prend. En premier module, vous avez vu que la plante, c'était avant tout de l'air. Mais une partie de sa composition, 4-5%, provient du sol. Et bien vous allez voir que elle prend infiniment peu au regard de ce qu'elle donne pour le sol et pour la vie du sol. Alors avant d'aborder tout ce que la plante va donner au sol en tant que tel, il faut qu'on aborde un point clé en écologie qui est le concept de succession naturelle. Qu'est-ce que c'est la succession naturelle ? Si on voulait dire très simplement, la succession naturelle, c'est ce vers quoi la nature veut aller et par quelles étapes elle va passer. Si on s'intéresse à ce vers quoi elle va aller, on va rester dans notre géographie à nous, on va rester en France et globalement en Europe. La nature, en Europe, ce vers quoi elle veut aller, c'est la forêt. Et plus précisément, la forêt de feuillus, chênes, hêtres. Et pour arriver à ce stade-là, elle va passer par une succession d'étapes. Et donc si on prend le stade 1, le stade minimal, qu'est-ce que c'est ? C'est le caillou. Donc là on a une échelle de temps. Et si on prend un premier stade qui est la roche, vous avez bien conscience que la nature ne va pas faire pousser une forêt sur du caillou. Les conditions ne sont pas réunies en fait pour faire pousser une forêt sur du caillou. Or, tout le but de toutes les étapes que l'on va voir, c'est que à chaque étape, on va créer, ou du moins la nature, va créer les conditions pour que puisse, in fine, advenir à la forêt. Alors si vous regardez une roche à nu, alors vous avez déjà vu ça, hein, un sommet de muret chez vous, ou à la campagne, ou des pierres sur une bord de rivière, etc., etc. Vous allez voir que le premier stade, le premier végétal qui va s'installer sur le caillou, c'est les lichens. Ça, c'est des petits lichens. Les petits lichens, vous voyez ce que c'est pas exactement purement un végétal. Le lichen, c'est une association entre une algue et un champignon. L'algue fait la photosynthèse, et le champignon, lui, il donne un support à l'algue. C'est le pied de l'algue, finalement, le champignon. Et le champignon, il va attaquer la roche pour pouvoir donner à manger à l'algue. Mais bref, c'est notre première étape. Vous allez avoir plusieurs décennies de lichen comme ça sur votre minéral. Et puis au bout d'une certaine décennie, en fait, le lichen, il va commencer à créer une légère épaisseur de matière organique sur le caillou. Il va commencer à avoir autre chose que du caillou. Il va commencer à avoir de la matière organique qui va commencer à s'accumuler. Et au fur et à mesure que la matière organique va s'accumuler, on va pouvoir passer à l'étape 2. Il va pouvoir y avoir de nouvelles familles de végétaux qui vont venir sur ce caillou-là. Ça va être les mousses. Donc là, on a les mousses. Les mousses qui vont, elles, être un petit peu plus hautes, qui vont produire un petit peu plus de matière organique. Et donc, progressivement, la matière organique va commencer à s'accumuler sur notre petit bout de caillou. Et au fur et à mesure, il va y avoir assez de matière organique pour qu'on puisse avoir apparaître les premières plantes annuelles. Donc là, on a nos premières plantes annuelles qui apparaissent. Vous les connaissez tous, celles-ci. C'est ce qu'on appelle les fameuses
mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, donc les plantes annuelles herbacées, qu'est-ce que c'est les plantes annuelles? Ça va être des liserons, ça va être du rumex, ça va être des renoncules, des potentilles, bref, tout ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui peuvent arriver au jardin. Pourquoi elles arrivent là, ces plantes annuelles? Elles ont un rôle fondamental, les plantes annuelles. Elles poussent vite, elles font énormément de biomasse, et elles se reproduisent vite, et elles produisent énormément de graines. On l'a vu, la nature a horreur des sols à nu. Donc dès qu'un sol est à nu, les plantes qui vont venir s'installer dans ces conditions-là, ça va être les plantes annuelles parce qu'elles vont vite couvrir le sol. Elles vont produire beaucoup de biomasse, vite, et elles vont produire énormément de graines pour que, au cas où, si jamais le sol redevient à nu l'année d'après ou la saison d'après, hop, il y aura une nouvelle génération qui viendra recouvrir le sol. C'est ça le but d'une plante annuelle. Mais dans la succession écologique, une plante annuelle, elle ne va pas être là indéfiniment. Comme elle va produire beaucoup de biomasse, elle va produire donc beaucoup de matière organique, et donc elle va grandement participer à la création du sol. Ce qu'on va voir arriver ensuite, ça va être des plantes bisannuelles, des herbacées bisannuelles, et des premières vivaces herbacées. Des vivaces herbacées, c'est donc des plantes qui vont survivre à un cycle de reproduction. Elles vont pouvoir survivre 1, 2, 3, 4, 10, 15 saisons, en fonction des plantes. Et ces plantes-là, elles commencent à installer un couvert végétal permanent sur le sol. Donc le sol, lui, continue à se créer, parce que la plante produit de la matière organique, elle perd ses feuilles, elle perd des racines, elle perd des branches, donc c'est de la matière organique qui vient au sol, comme on l'a vu, qui est décomposée et qui participe à la création de l'humus et du complexe argilo-humique. Après l'étape des vivaces herbacées, on va trouver les premières plantes ligneuses. À ce stade-là, on va voir arriver les premières plantes ligneuses, donc les premiers buissons, les ronces. On va continuer à créer notre sol, et après la plante ligneuse, ce que vous allez avoir, ce sont les premiers arbres. Donc là, on va quitter l'aspect buisson, et on va commencer à voir apparaître les premiers arbres. Les premiers arbres, chez nous en Europe, ça va être souvent des arbres de la famille des rosacées, comme les pruniers sauvages, comme les aubépines. Et ensuite, vous l'aurez compris sans doute, l'étape d'après, c'est l'étape de la forêt, c'est-à-dire le stade qu'on appelle le stade climatique, où là on va trouver les végétaux climatiques qui sont par chez nous les chênes, les hêtres, etc. Et là, on arrive à la forêt et on est au maximum, on est au but de ce que la nature veut faire avec cette succession naturelle. Et donc, une fois qu'on a ça en tête, on se rend compte bien que la nature, elle, son but, c'est d'aller vers la forêt. Et nous, en tant que jardiniers, on cultive des légumes qui poussent à ce stade-là. Donc vous comprenez bien que dès lors que nous, on veut rester bloqué à ce stade-là, on empêche la nature d'aller vers ce stade-là. Donc concrètement, il faut déjà être conscient d'une chose, c'est que faire du jardinage, c'est d'une certaine manière lutter contre la nature qui, elle, veut aller vers la forêt. C'est pour ça que nous, en permaculture, on va essayer au maximum d'intégrer aussi le but de la nature dans l'histoire. La nature veut aller vers la forêt, veut implanter des arbres. Nous, donc, au potager, on va essayer aussi d'avoir des techniques d'agroforesterie, c'est-à-dire de mettre des arbres dans nos parcelles de culture et d'avoir une association entre des arbres fruitiers, par exemple, et des cultures de légumes. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que à chaque étape, les plantes qui poussent pour répondre, pour créer les conditions favorables à l'étape suivante. Et donc c'est là où on rentre vraiment dans la logique, la plante fait le sol, la plante construit le sol. Parce qu'on voit bien que ici, on est sur des sols qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus profonds, beaucoup plus aboutis que à ce niveau-là. Et si on arrive ici à des niveaux de sol qui sont beaucoup plus aboutis, c'est parce qu'on a eu plein d'étapes végétales au préalable qui sont venues créer les conditions pour
le stade final. Et maintenant, on va voir concrètement comment les plantes créent le sol. Alors reprenons le schéma du module 1 sur la plante et ses besoins. Audrey avait commencé à vous parler d'une chaîne trophique qui existe dans le sol et dont la base sont les plantes. Le début de cette chaîne trophique, c'est la création de matière organique. Les plantes créent de la matière organique grâce à la photosynthèse, où grâce à l'énergie solaire, elles captent le CO2, le O2 et l'eau qui se présentent autour d'elles dans son environnement pour construire des molécules plus complexes, des molécules de sucre, qui sont des molécules à base de carbone. C'est ça le début de l'histoire de la matière organique. C'est les plantes qui font ça. Et le but des animaux, eux, c'est de prendre cette matière organique, de la décomposer, de s'en nourrir, de respirer et de la transformer en matière minérale. Matière minérale, c'est-à-dire non organique, et qui vont pouvoir ensuite être absorbées par les plantes, et ainsi de suite. On fonctionne en cycle comme ceci. Et donc c'est là qu'on se retrouve à un des premiers points pour dire que la plante fait le sol. La plante fait le sol parce que elle va produire en quantité de la matière organique qui va ensuite être la nourriture d'une certaine catégorie d'animaux dans le sol qu'on appelle les décomposeurs. Les décomposeurs, ça va être les vers de terre, mais ça va être aussi tous les micro-organismes, le colembole, ou par exemple le cloporte, tout le monde connaît le cloporte. Ça va être des décomposeurs. La limace aussi est un décomposeur, l'escargot est un décomposeur. Et donc la plante, en apportant de la matière organique, elle va venir apporter de la nourriture à toutes ces catégories d'animaux qui vont avoir comme rôle de décomposer cette nourriture, de décomposer cette matière organique pour la transformer en matière minérale et aussi pour la transformer en humus. Alors comment la plante fait pour apporter de la matière organique à son environnement? Eh bien, logiquement, vous voyez, il y a les feuilles qui tombent pour les grandes plantes, les arbres, et puis les plantes qui meurent également pour les plantes annuelles. En surface, elles apportent de la matière organique à la surface. Mais il va aussi y avoir un autre grand flux de matière organique, ça va être ce qui se passe dans les racines. C'est-à-dire que si on prend une plante, potagère au potager, la plante va être récoltée dans l'année, et donc l'idée, ça va être de laisser son système racinaire dans le sol, parce que les racines, elles, vont mourir, du coup, à partir du moment où vous allez récolter la plante, et du coup, ce stock de racines va venir nourrir les décomposeurs du sol. Mais si vous prenez un arbre, par exemple, il faut savoir qu'un arbre perd à chaque automne, et même au cours de la saison, jusqu'à 1/3 de son volume racinaire. Et donc tout ce volume racinaire qu'il perd de lui-même va venir nourrir tous les décomposeurs qu'on trouve dans le sol. Et c'est comme ça que la plante va transmettre de la matière organique à son environnement proche. Il faut vraiment se dire que la plante, c'est quelque chose de passionnant. C'est un organisme qui arrive à transformer le soleil en matière organique. Le soleil, c'est une source d'énergie pure. On a des flux lumineux et de l'énergie solaire qui arrive vers nous, et la plante, c'est le seul organisme sur Terre qui arrive à transformer cette énergie pour pouvoir en faire de la matière organique qui va donner du carbone à tout un ensemble d'êtres vivants qui vont s'en servir pour vivre. Et c'est pour ça que nous, en permaculture, et qu'on va vous inviter également à toujours planter, puisque le meilleur panneau solaire que vous pourrez trouver, c'est une plante. Ensuite, on va basculer sur des connaissances qu'on connaît depuis très peu de temps. On est sur des découvertes qui datent de 30 ans pour les plus anciennes. Et vous allez comprendre en quoi ça va révolutionner toute notre conception de l'agriculture derrière. Parce que la plante va nourrir également les bactéries. Et comment elle va faire pour nourrir les bactéries? Quand vous regardez une plante, il y a quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui est un élément essentiel de son environnement, c'est ce qu'on va appeler la rhizosphère. La rhizosphère, c'est l'environnement à très grande proximité des racines. C'est toute la terre qui va se concentrer autour des racines de la plante. Et quand on parlait de sol vivant, le sol n'est pas vivant de manière homogène. Vous allez avoir des grands espaces, des espaces immenses à l'échelle du sol où vous n'allez pas avoir de vie, au sens où vous allez avoir très peu de bactéries, très peu de champignons, vous allez avoir très peu de matière organique, d'humus, ça va être essentiellement des matières minérales. Mais quand on parle de sol vivant,
en fait, dans le sol, qui est un univers en 3D, ça va être surtout la rhizosphère qui est vivante. C'est là où on va voir se concentrer le plus de vie, le plus de bactéries, le plus de champignons, le plus de micro-organismes. Et c'est vraiment fondamental, cette rhizosphère, parce que la plante, dans sa rhizosphère, donc autour de ses racines, elle va venir donner quelque chose aux bactéries qui se trouvent autour de ses racines. C'est ce qu'on va appeler la rhizodéposition. On a vu que la plante produit du sucre à partir de la photosynthèse. Elle produit du sucre pour elle-même, pour construire ses tissus, pour construire ses tiges, pour construire ses feuilles. Mais une grande partie de ce sucre, elle ne va pas le produire pour elle-même, elle va le produire pour le donner à des bactéries. Via des exudats, via sa rhizodéposition. Ces bactéries, on l'a vu, sont à la base de la structure du sol. Parce qu'avec la production de colle qu'elles vont avoir, elles vont créer ces micro-agrégats qui vont, in fine, constituer cette fameuse structure couscous. C'est vraiment primordial. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît depuis très peu de temps. Mais la plante, et là encore, ça va différer selon vos plantes. Ça va être différent selon les plantes. Il y a des études qui commencent à apparaître. On peut aller, globalement, sur tout le sucre que produit une plante dans sa vie. Ça peut aller de 25, et il y a certaines études qui parlent de 50, voire 75% des sucres que produit la plante qui sont transmises via la rhizodéposition. Donc c'est énorme en fait. On est en train de se rendre compte que la plante, elle produit et qu'elle donne énormément en fait au sol, et notamment à la vie du sol. Il y a un cas connu de symbiose entre les plantes et les bactéries. C'est ce qu'on appelle sous le nom de nodules chez les plantes de la famille des Fabacées, qui vont avoir la capacité de faire une alliance avec un certain type de bactéries qui vont se constituer autour de nodules autour des racines et qui, en échange de sucre donné par la plante, ces bactéries vont transmettre de l'azote à la plante. Donc il y a un échange qui se fait. La plante qui fait de la photosynthèse produit des sucres qu'elle va donner à ces bactéries, et ces bactéries qui ont cette capacité de prendre l'azote de l'air et de le donner sous une forme assimilable par la plante vont lui donner en échange. C'est un exemple très connu de symbiose entre plantes et bactéries, mais il faut savoir que vous avez des milliards de bactéries dans votre sol et vous avez des millions d'espèces de bactéries différentes dans votre sol. Certaines bactéries qui vont être spécialisées pour aller chercher du fer, d'autres qui vont être spécialisées pour aller chercher de l'azote, d'autres qui vont être spécialisées pour aller chercher je ne sais quoi d'autre, et que la plante va venir approvisionner en sucre contre ce que les bactéries sont capables d'aller chercher dans leur environnement et de le rendre biodisponible pour la plante. Il y a vraiment quelque chose de passionnant là-dessus, c'est que on est vraiment au balbutiement des recherches scientifiques sur comment fonctionnent en fait les plantes et comment fonctionnent les interactions entre les plantes et le sol. Et on est vraiment en ce moment même en cours de basculement de notre vision du monde et notamment notre vision de la nature, qui passe d'une conception du tout compétition à une conception de oui, il y a de la compétition de la nature, mais il y a aussi et surtout de la coopération. Il y a des études qui commencent à montrer, qui commencent à poser des hypothèses que les plantes non seulement donnent de la nourriture, donc donnent du sucre à leurs bactéries, mais elles vont aussi être capables de choisir quelles bactéries elles vont vouloir privilégier en fonction de la recette de sucre qu'elles vont donner. C'est-à-dire que les plantes, en fonction de ce qu'elles ne vont pas trouver facilement dans leur environnement, vont avoir tendance, entre guillemets je dis, parce que c'est des recherches qui sont en cours, à privilégier telle ou telle famille de bactéries qui vont être capables d'aller chercher ce qui lui manque, et ces bactéries-là, elles vont adapter leur recette de sucre qu'elles vont donner à la rhizosphère pour favoriser telle ou telle bactérie. Donc on est vraiment sur des choses qui sont oufissimes et qui peuvent complètement changer notre manière de penser et donc notre manière de faire de l'agriculture. Donc voilà pour les racines et pour la rhizosphère. La plante fait le sol parce qu'elle vient nourrir ces bactéries qui, on l'a vu, sont aussi à l'origine de la structure du sol vivant. Mais la plante ne va pas venir seulement nourrir en sucre des bactéries, elle va aussi venir nourrir en sucre des champignons. C'est ce qu'on appelle les fameuses mycorhizes. Qu'est-ce que c'est une mycorhize? Ça va être une symbiose entre une plante et un champignon. Certaines familles de champignons et certains champignons sont capables de faire des mycorhizes, c'est-à-dire de se connecter
au système racinaire des plantes pour effectuer des échanges entre eux. Donc concrètement, vous allez avoir un champignon qui se retrouve dans votre sol et qui va développer un mycélium, donc le corps du champignon qui est le mycélium. Et ce mycélium va venir se greffer sur les racines des plantes, puisque, quel intérêt de faire ça? Le mycélium est un champignon. Le champignon ne fait pas de photosynthèse, donc il n'est pas capable de se produire des sucres dont pourtant il va avoir besoin pour vivre. Et donc en se connectant avec des plantes, il va donc pouvoir avoir sa dose de sucre. Et en échange, par contre, le champignon, lui, il a une capacité beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante à explorer son environnement autour de lui. Il peut aller beaucoup plus loin que la plante elle-même. Et donc en allant beaucoup plus loin, il va pouvoir aller accéder à des réserves d'eau et à des réserves d'oligo-éléments de manière beaucoup plus étendue que la plante avec son système racinaire. Et donc en échange de sucre, le champignon va venir apporter également de l'eau et des oligo-éléments nécessaires à la plante. Là encore, on est sur des découvertes qui sont pas si vieilles que ça et qui tendent à rebattre notre vision du monde et de l'agriculture. La coopération est vraiment la base dans la nature. La compétition n'est qu'une petite partie de la nature et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que souvent dans la nature, c'est dans les écosystèmes très riches, dans les écosystèmes d'abondance, qu'on va avoir le plus de compétition. Or, c'est dans les écosystèmes de rareté, dans les écosystèmes de moins grande abondance, qu'on va avoir de plus en plus de coopération. Et ça, c'est très intéressant pour notre société également, et comme philosophie de vie aussi. Ce n'est pas dans la rareté que la compétition s'exerce le plus dans la nature, c'est dans l'abondance. Nous, aujourd'hui, on est dans une société de l'abondance. Dans quel type de société on est vis-à-vis de la compétition et de la coopération? Si demain, on est dans une société de la rareté, est-ce que vous pensez que ça va être le chacun pour soi qui va dominer? Si on prend comme modèle la nature, on peut penser que ce serait plutôt la coopération qui dominera. Et donc la plante va nourrir les champignons et donc va participer à la création du sol parce qu'on l'a vu que les champignons, par la colle qu'ils vont produire, vont participer également à la création de la structure parfaite du sol vivant pour les plantes. Donc voilà, vous avez vu les 4 éléments, les 4 arguments qui nous permettent de dire que la plante fabrique le sol. Parce qu'on a une succession naturelle qui, stade par stade, améliore le sol pour arriver vers ce que veut la nature, c'est-à-dire la forêt. On a des plantes qui font des associations avec les champignons, avec les bactéries, en leur transmettant des sucres qu'elles produisent via la photosynthèse et en échange de services rendus par les bactéries et les champignons. Et surtout, on a des plantes qui transmettent de la matière organique et qui vont être à la base de la chaîne trophique avec en premier lieu tous les décomposeurs qu'elles vont nourrir par l'apport de matière organique, mais ces décomposeurs, eux, vont ensuite venir apporter la vie dans le sol, vont vivre, vont mourir et vont être ensuite décomposés par d'autres organismes qui vont eux-mêmes être décomposés par d'autres organismes et c'est comme ça que vous créez tout un cercle vertueux de vie dans votre sol à partir de la plante et à partir du soleil. En fait, pour conclure cette vidéo, ce qui va épuiser les sols, ça va être les pratiques que nous, on va introduire au potager, qu'on va introduire dans nos champs. C'est les pratiques qui vont être en inadéquation avec le fonctionnement de la plante, le fonctionnement des sols. Ces pratiques-là, on les verra quand on va basculer sur les vidéos pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait au potager, qu'est-ce qu'on adopte comme comportement au potager une fois qu'on sait tout ça. Mais voilà, ici c'était la dernière vidéo théorique. Vous allez avoir dans quelques jours une vidéo avec des travaux pratiques à faire, des TP, qui vont pouvoir reprendre tout ce qu'on a vu dans nos 3 vidéos ici, qui vont venir illustrer avec des petites expériences que vous allez pouvoir faire chez vous, tout ce qu'on a vu dans ces vidéos-là. On vous fera juste un dernier point pour vous donner les rendus, les conclusions de ces travaux pratiques. Et ensuite, on clôturera du coup cette première session de module sur la théorie et on basculera sur concrètement qu'est-ce que l'on fait au potager. On a été ravis de faire ces vidéos avec vous, on a été ravis de pouvoir vous transmettre, nous, ces quelques connaissances qu'on a pour habitude de transmettre en formation et que là on a envie de partager à un plus grand nombre. Et on vous retrouve pour les prochaines vidéos de concrètes au jardin avec des exemples au jardin de qu'est-ce que l'on fait concrètement au potager. Voilà.
D'ici là, on vous souhaite tout plein de bonnes choses et surtout prenez soin de vous. Allez, au revoir.